Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à notre soirée de lancement du Festival des mini-entreprises du Grand Est. Je suis Aurélie Solani, directrice d'Entreprendre pour apprendre Grand Est et ce soir, vous assistez à notre soirée live en présence de Christian Delaché, cofondateur de Wanted Community. Bonsoir Christian. Salut Aurélie. Un grand merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est un plaisir. En tout cas, quand on t'a parlé de la jeunesse qui était au cœur de notre projet, tu n'as pas hésité une seconde. Donc pour ça, on t'en remercie. Alors sachez que ce soir, vous êtes ici donc, dans le cadre du Festival des mini-entreprises, car cette année, l'équipe d'Entreprendre pour apprendre Grand Est, des enseignants, des formateurs, mais aussi des professionnels du monde de l'entreprise ont permis à environ 4500 jeunes de vivre leur première expérience entrepreneuriale. Donc pour ça, un grand merci à toutes les personnes qui se sont engagées à notre côté. Et puis, le Festival des mini-entreprises, c'est aussi l'occasion de célébrer la jeunesse. Tous ces jeunes qui, pendant une année scolaire, ont créé un projet entrepreneurial, de la recherche d'une idée à la commercialisation d'un bien ou d'un service. Et puis là, on arrive, Christian, au bout de l'aventure. Puis on se rend compte que tous ces jeunes qui se sont engagés, eh bien, ils se sont réellement engagés puisque la majorité des projets qui ont été créés par les jeunes ont un réel impact sociétal. Et c'est pour ça aussi qu'on a voulu te faire venir ce soir pour mettre en lumière le projet Wanted Community que tu portes avec les membres de la communauté, mais aussi les cofondateurs. Donc bienvenue à tous ce soir. Pour vous faire découvrir le projet de Wanted Community, on lance un film de présentation qui va vous faire immerger dans l'univers de Wanted et qui va vous montrer toutes les énergies positives que dégage ce projet. Salut tout le monde. Ça c'est Luc, ça c'est Christian, moi je suis Jérémy. On est les 3 administrateurs du groupe Facebook Wanted sur lequel vous vous trouvez. Est-ce que vous aussi, vous êtes Wantedien? Wanted Community, il s'agit du plus grand groupe d'entraide. Wanted Community, c'est le premier réseau social d'entraide au monde, c'est un phénomène. Une plateforme créée par 3 Bordelais. La communauté compte 1 million de membres, ce qui est suffisamment rare pour vous en parler aujourd'hui, et c'est devenu le premier réseau social d'entraide au monde. Force de Wanted, c'est sa force de mobilisation, alors que c'était parti de 300 de mes amis. Aujourd'hui, on réunit 1 million de membres. Vous pouvez vendre des choses, vous pouvez demander des conseils, vous pouvez papoter. Wanted n'a pas de couleur, n'a pas de religion, n'a pas de classe sociale. Et le but, c'est juste de vivre ensemble. Et quand on vit ensemble, normalement, il se passe de belles choses. C'est un réseau social dans le réseau social. Et il y a des personnes qui ont été sorties de la rue en moins de 24 heures sur Wanted Community. Un jeune couple a aidé Joachim, portugais, père de famille et son domicile fixe, à trouver du travail. Il y a une petite fille qui a été hébergée par une famille à Paris alors qu'elle devait se faire opérer. Quelques personnes qui ont créé le premier groupe d'entraide en Europe, 1 million de personnes. C'est pour ça que je disais, je n'ai pas compris comment il n'avait pas fait encore la une du journal de 20h. C'est grâce à ce message partagé 8000 fois sur les réseaux sociaux que Joseph, 60 ans, a trouvé un toit. Et là, on a la face ensoleillée des réseaux sociaux. Grâce à ça, l'entraide, la solidarité. La maison d'édition Les Arènes a été intéressée par notre histoire et dans ce bouquin, j'explique comment Wanted Community a changé ma vie et celle de centaines de milliers de membres. Il change le monde. Christian Delaché, comment Wanted a changé ma vie. Tous les droits d'auteur du livre seront reversés aux maraudeurs. On a des personnes qui, toutes les semaines, au début ils étaient 3, et maintenant ils sont plus de 80 à distribuer 100 repas des sans-abri toutes les semaines, et vendredi on sera avec eux. Le projet vient d'être reconnu comme l'une des 5 meilleures communautés au monde par Facebook. Ce qui fait qu'on vous a récompensé d'une bourse d'1 million de dollars. Christian, Luc, Jérémy vont recevoir 1 million de dollars, 850 000 euros. Et c'est à New York que le prix leur a été remis. Ça nous permet d'ouvrir des lieux solidaires en fait. On a déjà ouvert un premier lieu solidaire à Bordeaux. Bienvenue au Wanted Café. Le Wanted offre un repas à 5 personnes midi et soir. Des tablés solidaires exclusifs sont régulièrement organisés. On reverse 2% de notre chiffre d'affaires à des associations qui sont dans l'entraide de la solidarité. Le fait de venir consommer chez nous génère aussi des plats gratuits pour des personnes dans le besoin. La mission de Wanted, c'est de créer du lien entre les gens. On n'est pas dans l'assistanat. On partage des moments de convivialité ensemble. C'est un peu ça. Nous, on pense que on peut pas aider tout le monde, mais que tout le monde peut aider quelqu'un. Tout ce qu'on fait, nous, n'est qu'un prétexte pour créer du lien social. C'est véritablement l'or de demain, c'est-à-dire que l'entraide est vraiment le fer de lance. On offre des plats et des cafés suspendus à des réfugiés, des personnes qui dorment à la rue. C'est admirable, surtout que ça nous fait tous bouger. Le but, c'est que demain, tout le monde passe à l'acte et tout le monde fasse des choses. Et nous, on a juste créé un outil qui peut permettre de révéler ces héros du quotidien. Tu lui as donné un coup de main ou quoi? À tous. Destiné à un tel projet et tu n'aurais pas dit être ici parmi nous. Alors raconte-nous un peu
le jeune que tu étais, ta personnalité et le parcours dans lequel tu as évolué avant Wanted. Ok. Déjà, moi, j'ai pas eu la chance d'avoir des gens attentionnés qui portent un regard sur moi jeune et qui m'accompagnent dans l'entrepreneuriat. Et en tout cas, plus que dans l'entrepreneuriat, c'est dans le fait de réfléchir, d'avoir ses propres idées et d'essayer de les mettre à exécution. Donc moi, j'ai eu un parcours scolaire tout à fait traditionnel. J'étais mi-bon, mi-mauvais, quoi, au milieu de la classe, personne ne me repérait. Mais avec un certain goût pour le contact humain et on va dire une certaine facilité quand même quand les examens tombaient. Ce qui fait que j'ai eu un cursus jalonné de chance et aussi un peu des fois d'exploit, on ne sait pas trop comment, qui m'a fait devenir avocat complètement contre nature, c'est-à-dire que j'avais aucune idée de ce que représentait ce métier, de ce qu'était ce métier. Je l'ai fait parce que je suis rentré dans ce cursus-là complètement par hasard. Encore une fois, parce que j'ai pas eu la chance d'avoir des gens qui m'accompagnent dans ce que j'avais vraiment envie de faire, c'était quoi mes centres d'intérêt, comment je pouvais transformer mes centres d'intérêt en mon métier, ma passion. Et donc je suis devenu avocat fiscaliste pour un très gros cabinet américain qui s'appelle Ernst & Young, dans lequel j'ai vécu et survécu, je sais pas, pendant 6 ans. Et en parallèle de ça, donc avec 2 de mes meilleurs copains, Luc et Jérémy, on avait créé un petit projet associatif, donc il y a 10 ans de ça. Et on savait pas que ce projet allait changer nos vies, changer ma carrière, enfin voilà. Et c'est comme ça que tu as eu le déclic à un moment donné dans ta vie de tout plaquer et de t'engager dans Wanted Community. Donc déjà, est-ce que tu peux nous expliquer la naissance de ce projet, d'où vient cette idée et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager dans un tel projet? Souvent, un projet entrepreneurial est né de l'identification d'un besoin. Et donc nous, en fait, on était à l'époque, moi je finissais mon stage à Bordeaux, j'allais commencer un nouveau stage à Paris. Luc commençait son aventure aussi parisienne, puisqu'on est tous les 3 originaires de Bordeaux. Et on s'est rendu compte que quand on arrivait dans une nouvelle ville, notamment Paris, c'était très compliqué d'avoir des bons plans logement, des bons plans stage, des bons plans resto, des bons plans sorties aussi, parce qu'on était jeunes. Bref, et de connecter avec des gens. Et en fait, Luc a très vite identifié ça comme un besoin, en se disant, mais nous, on galère pour telle ou telle chose. Et au fur et à mesure des mois où il était sur Paris, plein de potes à lui qui arrivaient lui demandaient « Est-ce que tu peux pas me conseiller sur telle chose ?» machin. Il a dit en fait, non, je vais créer un groupe Facebook où je vais mettre en commun à la fois les gens qui ont besoin de conseils et des gens qui sont sur Paris depuis longtemps, et je vais les faire se rencontrer et s'entraider. En fait, ça part de ça, qui est une idée vieille comme le monde, c'est de créer un forum où il y a des sachants et des gens qui ont besoin d'être aidés. Et ça part comme ça, et au début, c'est une blague, puisqu'on fait ça en soirée, voilà, et donc pas du tout sérieux, quoi. Et c'était quoi le premier post? Le premier post, c'était Qui a du feu, parce qu'on était en soirée et ça nous faisait marrer de savoir si quelqu'un dans la communauté pouvait nous sortir un briquet. Et au début, c'est Luc qui l'a invité, je pense, 200, 300 amis sur le groupe Facebook. Et puis voilà, après, le groupe a complètement migré, c'est-à-dire qu'on retrouve encore un peu du bon plan sur le groupe, mais en tout cas, la direction qu'on lui donne, nous, a complètement changé. Et aujourd'hui, Wanted, c'est 1 million de membres, c'est ça? Ouais, alors c'est maintenant, on l'a dépassé, on dit toujours 1 parce que c'est plus simple, mais c'est plus d'1 million de membres. En fait, on était parti d'un groupe à Paris qui était un groupe de bons plans. Maintenant, on en a 41 dans la France, qui sont des groupes localisés. Donc on a Wanted Paris, Wanted Bordeaux, Wanted Nantes, Wanted Marseille. La plus grosse communauté locale, c'est Paris, avec 500 000 personnes, qui est qui est la plus grosse communauté d'entraide sur Facebook en Europe. Et ensuite Bordeaux, 180 000 personnes. Nantes, Toulouse, Marseille, avec des 15, 20 000, 30 000 personnes. Donc c'est vraiment quelque chose de géolocalisé. C'était important, puisqu'on sentait que les gens, ils avaient envie de ça. Et puis maintenant, la mission de Wanted, c'est d'aller de l'entraide du quotidien, donc recommander un bon serrurier, un bon stage, proposer une colocation, jusqu'à la solidarité la plus poussée, qui est d'aider des personnes qui sont malheureusement à la rue, en les accompagnant, juste en passant les voir, ou en leur apportant une aide alimentaire, ou au contraire en leur proposant du travail ou un logement. Et on l'a vu dans le film que vous présentez, il y a de très belles histoires qui sont nées de Wanted Community. Donc ça a démarré d'un simple clic sur Internet, et puis finalement on se rend compte aujourd'hui de l'ampleur du phénomène. Est-ce que c'était voulu? Est-ce que vous étiez prêt à ça? Alors, est-ce que c'était voulu? Non. Alors, tout le mérite revient à Luc, parce que Luc, au tout début, il a passé énormément de temps à créer, à peaufiner la communauté, à faire en sorte que, au tout début, quand il y avait vraiment pas beaucoup de gens, les gens s'entendent bien, les gens ont envie d'échanger ensemble, qu'il a passé vraiment beaucoup de temps dessus au tout début de l'aventure.
Moi, à ce moment-là, j'avais pas forcément, par exemple, perçu la valeur de ce travail-là. C'est qu'avec le temps que je l'ai compris. Non, on n'avait pas du tout anticipé, pas du tout prévu. Il y a quand même eu, au fur et à mesure de la vie de Wanted, des histoires de membres qui sont venus ponctuer notre aventure. La première histoire, je crois que c'est un chien qui a été sauvé par les membres de la communauté. Voilà, il y a eu plein d'histoires comme ça qui nous ont fait rencontrer des membres de la communauté. Et en fait, c'est les membres de la communauté eux-mêmes qui ont commencé à nous faire comprendre ou à nous faire réaliser en fait de cette entraide organique, il peut se passer des choses encore plus grandes si on commence à l'organiser, à le structurer et si on en fait un vrai projet de vie plutôt qu'un projet à côté de nos vies, quoi. Et alors tout ceci finalement, ça s'est passé en quelques années. Comment vous avez géré ce phénomène, puisque vous finalement vous êtes les cofondateurs de Wanted, donc du groupe Facebook, qui est finalement un vecteur de solidarité et d'entraide sociale. Mais maintenant on se rend compte que en plus des espaces digitaux, il y a aussi des espaces réels qui ont été créés. Donc comment tout ça s'est enchaîné? Comment vous avez géré l'ampleur de ce phénomène et l'évolution en fait de l'activité? Alors il y a eu plusieurs étapes. La première a été de développer la communauté. Donc ça, on l'a majoritairement fait pendant qu'on avait encore notre activité professionnelle, avec l'aide de nombreux modérateurs bénévoles qui nous aident encore aujourd'hui, qui ont décidé d'investir du temps comme nous au début sur les valeurs que dégageait la communauté. Sauf qu'après, on a atteint une taille critique, je me rappelle plus, mais je pense que c'était 300 400 000 personnes au sein de la communauté. Ça devenait vraiment très compliqué à gérer, ça demandait beaucoup de travail. Et on avait du mal à le faire à côté de nos vies professionnelles. Donc très vite, avec Luc et Jérémy, on s'est posé la question de est-ce qu'on devait quitter nos boulots respectifs pour se lancer pleinement dans l'aventure. C'est un processus qui prend beaucoup de temps. Je pense que ça nous a pris entre 1 an et demi, 2 ans, voire limite 3 ans pour que tous on puisse partir de nos boulots. Mais on l'a fait, et une fois qu'on a quitté nos boulots, on n'avait aucune idée de ce qu'on allait faire avec ce projet. Parce qu'en fait, on n'avait qu'une communauté avec des gens qui étaient dedans, qui utilisaient un service qui était complètement gratuit, qui était en gros un forum avec des valeurs de bienveillance et de confiance. Et du coup, c'est qu'est-ce que vous faites avec ça? Puisque quand vous arrêtez votre travail, vous avez une période où il y a le chômage. Et une fois que le chômage se termine, il faut que vous soyez capable de générer vos propres revenus. Donc là, pendant ces 2 ans... prise de risque. Exactement, prise de risque. On a déménagé de Paris à Bordeaux. On s'est retrouvé en colocation alors qu'on n'avait plus l'âge d'être en colocation. Enfin, moi, j'ai perdu beaucoup en rémunération. Donc changement de vie total, aussi perception de la famille, des amis qui vous disent mais t'étais dans un grand cabinet d'avocats à la Défense à Paris et maintenant tu gères une communauté alors que t'as pas fait d'études dans le digital, tu sais même pas comment tu vas gagner de l'argent avec et enfin en gros vous savez pas où vous allez, quoi. C'est très très dur aussi à gérer, à apprendre, à se dire qu'on n'a pas fait le mauvais choix. Donc c'est là où l'aventure collective avec le fait qu'on soit 3 fondateurs, plus la communauté, plus des bénévoles, fait que on tient le coup. Mais donc on a eu cette phase où là on prend plein de mauvaises décisions. Ça a bien rythmé notre aventure de prendre des mauvaises décisions. Voilà, on a tenté plein de choses qui n'ont pas du tout marché. On a fait des brainstorming qui ressemblaient à rien, où on avait des idées toutes plus nulles les unes que les autres. Et à un moment, dans ces idées, on réfléchit et on se dit bon, notre communauté, elle est regroupée dans des groupes Facebook. Ces groupes sont des espaces où les gens viennent rigoler, échanger et de manière indirecte après ou directe, ils s'aident ou ils s'entraident. Et on s'est dit, en fait, ça nous fait un peu ressembler à des lieux de sociabilisation qui existent dans la vie, que sont les cafés-restaurants. Où en gros, on vient, on rigole, on déconne, et puis en fait, au détour d'un verre, peut naître une opportunité de job, peut naître une opportunité d'amitié ou même amoureuse. Voilà. Et nous, on s'est dit, ok, si on transformait ces lieux d'extrême sociabilisation à l'image des réseaux sociaux que sont les restaurants et qu'on les transformait en des lieux à impact positif et générateurs de valeur économique, on trouvait ça intéressant. Et donc en fait, on a pris les concepts de notre communauté sur Internet et on a décidé de les mettre dans le réel. Et donc c'est là que vous avez créé le premier Wanted Café à Bordeaux. Exactement. Là, on a pris toutes les économies qui nous restaient de notre chômage. On a créé ce café. Chose qui est très importante aussi, c'est que l'un de nous 3, Luc, travaillait dans la restauration. Donc c'était aussi une des premières idées où l'un de nous avait des compétences, parce qu'on avait beaucoup d'idées où on n'avait pas de compétences. Donc là, c'était très intéressant de voir qu'on avait, on utilisait nos compétences, en tout cas celles de Luc. Et on a créé le café, de rien, quoi. On a acheté un local qui valait 0 €. On a proposé aux membres de la communauté de venir faire la démolition avec nous. Donc il y a plein de gens qu'on connaissait pas, qui étaient sur la communauté de Bordeaux, qui sont venus, qui nous ont aidés à créer ce lieu. Ensuite, on a fait un tout petit prêt à la banque de 100 000 € pour faire la déco, machin. On a recruté nos premiers collaborateurs sur la communauté.
Et puis on a lancé l'activité. Ouais. Et ce qu'on ne dit pas aussi, et ce que je pense que c'est important de mettre en lumière pour les gens qui nous écoutent ce soir, c'est que l'investissement aussi est né, si je ne me trompe pas, d'une bourse que vous avez eue via Facebook. Alors en fait, non, parce que en gros, ce qui s'est passé, c'est que, mais tu fais bien de te dire, c'est que pendant les 2 ans où on a arrêté, en fait, notre activité professionnelle, on était en contact avec Facebook parce qu'il s'avère que on avait une communauté qui était énorme à l'échelle de l'Europe, et donc ça intéressait beaucoup les équipes de Facebook, notamment pour faire de l'A/B testing sur leurs produits. C'est-à-dire, est-ce que si on vous met un bouton à gauche, c'est pratique? Est-ce que si on vous met telle fonctionnalité, ça vous arrange? Donc on discutait beaucoup évolution produit avec eux. Et en fait, au fur et à mesure qu'on discutait évolution produit avec eux, nous, on en profitait pour leur raconter les belles histoires qu'il y avait sur la communauté. Notamment, il y a la plus connue, c'est Sabrina qui avait créé une maraude à Paris. Donc en fait, on leur expliquait tous les bienfaits de la communauté, ce que ça faisait comme impact au sein des différentes villes où on était implantés. Et donc on voyait chez eux que ça faisait écho. Et au bout d'un moment, ils ont commencé à nous dire, en fait, on va réunir les 100 communautés les plus importantes en Europe à Londres. On vous invite. Et à ce moment-là, ils ont annoncé effectivement qu'il allait avoir un programme avec, pour 5 communautés dans le monde, un gain potentiel d'1 million de $. Et donc nous, en fait, on était dans le processus où on allait créer le café. Et en fait, on s'est servi de la création du café comme argument de campagne auprès de Facebook. C'est-à-dire, on n'avait rien créé, on était en train de le faire. Et on leur a dit, regardez, en fait, nous, avec 2-3 bouts de ficelle, on est capable de gérer un des plus gros groupes Facebook en Europe. On est capable d'avoir un vrai impact sur le terrain, chose que eux ils recherchaient absolument. Donc on est capable de faire la connexion entre le digital et le monde réel. Et on leur a dit, nous on fait ça avec nos économies. Et ça en fait, ça a été un argument où ils se sont dit, ok, ils sont avec zéro, ils arrivent à faire quelque chose d'intéressant. Donc on va leur donner de l'argent pour que derrière ils puissent se développer. Donc l'argent on l'a reçu après. En gros, on a ouvert le café en septembre 2018, si je dis pas de bêtises. Et Facebook a annoncé qu'on gagnait en septembre 2018. Donc on avait déjà créé le café. Donc là, vous étiez l'une des 5 communautés les plus impactantes au monde sur Facebook. Ouais, Facebook qui a décidé ça. C'est eux qui ont... Voilà, ils sont responsables de ce choix. Et donc, à partir de ce moment-là, donc vous avez en poche un gain qui est important pour vous et qui vous permet d'avoir une nouvelle vision du projet. Qu'est-ce qui s'est passé dans vos têtes? Comment est-ce qu'il y a eu une transformation qui s'est opérée dans la vision, dans la projection de ce que vous vouliez faire en fait? Alors dans la vision pas forcément, parce que du coup nous on avait une voie qui était assez simple et qui était tracée. On s'était dit voilà, on ouvre des lieux, nos lieux ils sont solidaires, parce que je le rappelle au passage, on reverse 2% de notre chiffre d'affaires à des associations locales. On permet à 10 personnes qui sont en situation de grande précarité de manger gratuitement dans le lieu, aux mêmes horaires que tout le monde, le même menu que tout le monde. Et on crée des événements inclusifs comme des tablés solidaires où les habitants du quartier préparent à manger avec des personnes en situation de précarité. Donc ça, c'est des lieux qui ont nos valeurs. Nous, on s'était dit, nos communautés, elles grossissent dans la France, voire dans le monde, parce qu'on en a aussi à l'étranger. Et on s'était dit, si à chaque fois notre communauté peut avoir son lieu solidaire dédié, qui nous permet de gagner de l'argent, tout en ayant un impact sur le terrain, c'est parfait. Là où Facebook est venu bouleverser les choses, c'est que nous, quand on crée le Wanted Café à Bordeaux, on le fait avec toutes nos économies. On a extrêmement peur de se planter, puisque mine de rien, comme on n'a pas beaucoup d'argent, on achète, on n'est pas sur un emplacement premium, on va pas se mentir. Donc on est sur quelque chose de très compliqué à exploiter, où on n'a pas toutes les autorisations, pas de licence 4, pas d'extraction. Donc vraiment déjà, nous, économiquement, de savoir que notre modèle tenait, c'était intéressant. Donc on avait très peur d'ouvrir et que ça ne marche pas. Finalement, on ouvre et ça marche super bien, donc on est très content. Donc là, vient en nous l'idée de, effectivement, on peut se développer. Et nous, on venait de vivre une période où on travaillait sur des tréteaux dans une école désaffectée hébergée par une autre association. Je crois que moi, mes allocations de chômage s'arrêtaient en janvier. Donc on n'avait quasiment plus rien, quoi. On avait un peu fait tapis. Et là où Facebook est venu d'un coup tout changer, c'est d'un coup, vous passez aux 20h30 de TF1, on dit que votre communauté... La visibilité. Ah ouais, visibilité, et puis et même dans le regard juste personnellement, dans le regard des gens qui, quand 2 ans avant, on avait arrêté nos boulots, qui nous regardent et qui disent « Ah mais en fait, c'est génial ce que vous faites !» Mais en fait, ça fait 2 ans qu'on se fréquente, 2 ans que je t'explique que je galère à faire ça, et parce qu'un acteur comme ça, ou parce que tu m'as vu passer dans tel article... Ça donne de la crédibilité. Exactement. En fait, un acteur tierce qui vient de dire, notamment un GAFA qui vient de dire... on pense qu'on veut des GAFA, mais qui vient de dire ce que vous faites, c'est pas mal, tout de suite, ça vous crédibilise. Et on se retrouve à avoir des rendez-vous avec des médias, mais qu'on n'avait jamais eu. On se retrouve à avoir des gens extrêmement importants qui commencent à nous appeler.
des fois pour rien nous dire, quoi, juste pour dire c'est bien ce que vous faites. Et nous en plus on n'est même pas habitués, donc on sait même pas profiter de ces rendez-vous. On génère même pas d'opportunités derrière. Et vous êtes 3 à gérer le café, la communauté, la communication, la projection. Comment vous vous organisez? Est-ce que vous êtes fait accompagner à un moment donné? Alors non, parce qu'on a fait le très mauvais choix. En fait, quand on a gagné la bourse, je pense qu'on était fatigués, on sortait vraiment de... Wanted, ça a 10 ans maintenant. Je pense qu'on a bossé 5-6 ans sans rien. Ensuite, on a fait nos 2 années de chômage. Donc voilà, avant qu'on commence à être reconnu, il s'est passé 7-8 ans. Ouais. On était fatigués. Et je pense qu'on a fait l'erreur de se dire on va embaucher des gens avec l'argent qui vont faire un peu le travail que nous, on n'a plus trop envie de faire, ou en tout cas qu'on fait plus bien parce qu'on l'a trop fait, quoi. Et ça, c'est une erreur parce que, en gros, ces gens, on les a pas bien managés, je pense. Et il y a autre chose aussi, c'est qu'à ce moment-là, on a eu beaucoup d'argent d'un coup. Et donc, du coup, on a aussi eu les yeux plus gros que le ventre. On s'est dit, on peut changer le monde. Enfin, en fait, vous passez de 0 à 1 million de dollars. Donc, voilà. Et nous, on n'est pas Startup Nation. On n'avait pas envie d'être une startup. Notre vision, c'est pas de devenir millionnaire et tout ça. Donc, même dans notre tête, on n'était pas du tout préparé à avoir un montant aussi important. Et puis à se retrouver à discuter avec des gens qui bossent chez Facebook. Enfin, les mecs, ils ont tous fait Harvard. Enfin voilà, moi j'ai fait Bordeaux 4 dans des préfabriqués. Enfin, tu vois, on se retrouvait dans des mondes un peu bizarres. Et donc je pense qu'il y a plein de choses qui sont arrivées, la visibilité, le fait aussi peut-être un moment de pas être très réaliste sur ce qu'on était capable de faire et pas capable de faire, le fait d'embaucher des gens et de pas forcément bien les manager, de pas avoir une vision claire. Tu vois. Moi je me rappelle, on a fait des réunions avec les collaborateurs qui, franchement, c'était des super personnes. Et on s'entend super bien avec eux, on est restés amis. Là, je me rappelle, on a fait des réunions où on disait, bon, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, non, tu décides, après tu prends des collaborateurs qui t'aident à faire ce que tu dois faire. Tu vois. Ouais, donc avec du recul, vous êtes lancé dans cette aventure, vous avez pris les choses au compte-gouttes et vous n'avez pas forcément été accompagné, structuré dans votre démarche. Non. Et tu penses que vous auriez gagné, c'est sûr, du temps, peut-être tu aurais changé des choses sur ce que vous avez... Alors, après, tu apprends avec tes erreurs. Et nous, il y a aussi quelque chose, c'est que on a souvent fonctionné en se disant on croit en ce qu'on fait, notre projet il a des valeurs de dingue. Enfin voilà, nous Wanted on a quand même pas mal résisté aussi à des assos parce qu'il y a des gens qui voulaient faire de la pub sur Wanted, donc on aurait pu gagner de l'argent très tôt avec Wanted, chose qu'on a décidé de pas faire. Donc on a toujours eu des valeurs, on a toujours eu nos convictions. On s'était même dit qu'on était prêt un peu à mourir avec nos convictions. Et donc Facebook nous a accompagnés. Et je pense qu'il y a un moment aussi où Facebook, nous on voulait un peu faire ce qu'on voulait. Et je pense que Facebook, ils ont été super intelligents là-dessus, parce qu'en fait, il y a des choses, vraiment, on a fait des réunions avec eux, où ils nous disent, nous on leur dit on veut faire ça, ils nous disaient on vous conseille pas. Et nous on disait si on va le faire. Et en fait, sauf qu'on avait tort. Et donc on échouait. Et derrière Facebook, on disait on vous avait dit. Et donc nous on disait ok, mais en fait là on a compris. C'est-à-dire que le fait d'échouer nous a permis de comprendre et d'apprendre, alors que je pense que si on avait écouté Facebook à ce moment-là, ou d'autres acteurs d'ailleurs, on a discuté avec d'autres personnes qui nous disaient ne fais pas ça, on aurait été frustrés. Parce qu'on aurait toujours eu le doute de mais si on l'avait fait, si on avait écouté notre instinct. C'était important en ce moment-là de vraiment être connecté aux valeurs que vous portiez. Exactement. Et puis il faut être humble, c'est-à-dire que je pense que j'espère qu'on n'a pas pris, en fait, qu'on prenne des mauvaises décisions, c'est pas grave si elles sont en ligne avec nos valeurs et notre ligne de conduite. Ce qui était problématique, c'est de prendre des mauvaises décisions parce que tout d'un coup, on était plus humble et qu'on avait gagné 1 million et que donc du coup, on savait comment on faisait les choses. Ça, j'espère qu'on l'a pas trop eu. Moi, je peux pas en juger, mais en tout cas, j'espère que les gens qui étaient avec nous, autour de nous, ne pensent pas ça. Mais je pense que mener un projet, c'est faire plein d'erreurs. Et je pense que quand vous avez un peu plus d'argent, vous pouvez faire un peu plus d'erreurs, mais elles vous coûtent aussi plus cher. Donc vous apprenez plus vite. Et c'est un beau message à faire passer à tous les jeunes qui entreprennent chez nous comme ailleurs, que c'est vraiment en faisant qu'on apprend. Donc c'est un bel exemple. Ah mais oui, mais si vous êtes nul, c'est un prérequis pour commencer à faire la chose dans laquelle vous êtes nul. C'est-à-dire que personne commence une activité en étant fort dans cette activité, quoi. C'est ça. Bon, en tout cas, ce qu'on a vu, c'est que voilà, tu nous parles de toutes ces difficultés que vous avez menées. En tout cas, aujourd'hui, Wanted, c'est quand même de l'aide alimentaire, de la gestion de crise, de l'écologie, tous ces projets qui sont portés par la communauté. Il faut quand même parler de l'impact positif des réseaux sociaux sur l'influence de votre projet. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Quelle est la place finalement de la communauté dans les perspectives du projet et des fondateurs? Comment est-ce que vous arrivez à co-construire? Est-ce que vous avez une vision à porter? Alors, en fait, la communauté...
Elle a été vachement utile déjà dès le début du projet, parce que je pense que si on est encore là, c'est parce que il y a des membres de la communauté. En fait, une communauté, c'est une vision horizontale de la chose. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous sommes les fondateurs de Wanted, mais on ne va pas dicter à la communauté ce qu'elle doit faire. Chaque membre de la communauté peut avoir un impact sur la communauté et donc du coup influer sur la direction qu'elle va prendre. Typiquement, Wanted a pris une vocation plutôt solidaire et sociale qu'environnementale, mais c'est en train de changer parce que justement des membres de la communauté commencent à organiser des clean-up, commencent à aller ramasser les déchets dans telle ou telle ville. Et donc ils sont en train d'influer un peu sur la communauté. Ça c'est très important. Nous on a un projet qui est mouvant. On n'a pas un projet qui est fixe, une seule direction. Donc ça c'est cool, il faut qu'on soit agile. Le café à Bordeaux aussi, la communauté est très importante parce que 1, ils sont venus démolir, comme je te le disais, mais 2, ils ont posé avec nous les concepts du café. C'est-à-dire que c'est des membres de la communauté, par exemple on a une carte de fidélité solidaire où tu viens manger chez nous 5 fois, le 6e repas, au lieu de t'être offert à toi, il est offert à une personne dans le besoin. Qu'on récompense la fidélité par une action sociale. Ça c'est une idée qui vient de Jérémy Néra, qui est un membre de la communauté. Qu'en fait, la communauté, il nous envoie des messages, on a des centaines, voire des milliers de messages privés sur Messenger où les gens nous disent j'ai pensé à tel truc, j'ai eu telle idée, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce qu'on peut se rencontrer? Donc on évolue avec eux. Et dans le futur, donc là on est en train de se développer, on est notamment en train d'essayer d'acquérir un lieu sur Paris pour transposer ce qu'on a fait à Bordeaux à Paris de manière plus ambitieuse. En reprenant les différents piliers de Wanted. Exactement, et donc là on a poussé même on va dire l'engagement et la mobilisation de la communauté encore plus loin, parce qu'on a proposé aux membres de la communauté d'investir avec nous. Donc ils vont devenir eux-mêmes actionnaires du café, et donc par cet actionnariat, ils vont devenir à la fois intéressés sur la réussite économique de ce projet-là, qu'est ce café à Paris, et aussi sur les actions sociales et la direction qu'on va donner à ce café. Ça, pour nous, c'est juste top, parce que le pari, c'est que ça marche, et si ça marche, ça veut dire que derrière, on peut faire avancer plus vite avec notre communauté et du coup financer plus de projets et avoir encore plus d'impact et de manière hyper locale. Et alors il va ressembler à quoi ce lieu à Paris? Qu'est-ce qu'on va y trouver? Alors on est toujours, on travaille sur plusieurs projets, mais le vrai projet du café, voilà, ça va ressembler à on va dire une brasserie parisienne, on va dire dans le décorum, assez classique, entre 150 et 250 mètres carrés. Et après, on y retrouvera tous nos concepts de Wanted, donc le côté solidaire, le fait de reverser 2% à des associations, le fait d'accueillir des personnes en situation de précarité au milieu des clients qui peuvent payer. En fait, nous, c'est très simple, on a décidé de prendre une activité purement économique et d'être un acteur purement économique, mais d'amener de l'impact et du social. Et donc nous, quand on avait un café-restaurant, on s'est dit, si on reverse uniquement de l'argent à des assos en dehors du café, bon, c'est cool, mais d'autres le font. Ouais. Si on produit des repas qui sont distribués par des maraudes, c'est cool, mais d'autres le font. On s'est dit par contre, si on permet à des gens qui sont soit travailleurs pauvres, personnes en situation de réfugiés, étudiants précaires, femmes isolées ou personnes à la rue, en fait, de rentrer dans ces lieux de sociabilisation. C'est-à-dire de rentrer dans ce lieu où ils ne sont pas entourés que de gens qui ont des difficultés, mais ils sont entourés de gens qui, au contraire, viennent consommer, viennent se faire plaisir, viennent discuter. Donc, du coup, ça leur permet d'avoir une respiration, d'être considérés comme tout le monde, de ne pas être stigmatisés, d'évoluer dans un milieu dans lequel ils n'ont plus l'habitude d'évoluer, puisque aujourd'hui, ces gens-là ne peuvent plus rentrer dans les cafés, soit par des barrières psychologiques, des barrières sociales ou des barrières économiques, parce qu'ils ne peuvent pas tout simplement consommer. Donc nous, on s'est dit, en fait, non, on va les inviter. Et en fait, c'est pour ça qu'on permet à ces gens-là de venir et de profiter du lieu de manière complètement gracieuse pour eux, parce que nous, c'est financé derrière, au milieu des autres clients. Et en fait, c'est ça, Wanted. C'est un lieu bienveillant et de confiance pour tout le monde, que vous soyez sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Donc ça, vous l'avez expérimenté à Bordeaux. Ouais. On voit bien à travers votre projet que finalement, cette création de liens et la mixité aussi de personnes qui se rencontrent pas forcément dans la vraie vie existe par des actions d'entraide. Mais est-ce qu'on arrive vraiment, à travers ces lieux réels, de créer de la mixité dans la convivialité? C'est plus difficile? Est-ce que... En fait, ça dépend des personnes et ça dépend de ce que tu veux créer. Nous, déjà, notre premier objectif, c'est de créer un espace où tout le monde se sent le bienvenu. Toi, moi, qui avons envie de boire un verre et de rigoler avec des gens, on peut aller au Wanted, on sait qu'on va s'amuser, on sait que ça va être sympa, on sait que ça va être bon. Et en plus, on sait derrière que le lieu a un impact. Mais quelqu'un qui est en situation de précarité, juste de se dire,
j'ai un lieu ressource. J'ai un lieu où je peux aller, où on ne va pas me juger, on ne va pas me demander de quitter la terrasse. Au contraire, on va m'accueillir et on va me traiter comme tout le monde. Ça déjà, juste ça, franchement, c'est déjà beaucoup. Ensuite, les gens qui sont souvent en situation de précarité ou de faiblesse, c'est des gens à qui on pose tout le temps des questions. On essaye tout le temps de résoudre leurs problèmes. On essaye tout le temps de savoir pourquoi ils sont en situation de précarité, quel est leur statut, est-ce qu'ils essayent de s'en sortir. Nous, on fait un lieu où on ne leur pose pas de questions. Moi, quand tu viens chez moi, je ne demande pas combien tu gagnes, je ne demande pas où est-ce que tu dors. Et en fait, ça vaut pour les gens qui ont du pouvoir d'achat comme pour les gens qui n'ont pas de pouvoir d'achat. Et en fait, nous, on respecte aussi, et on l'a vu. Au début, on voulait vraiment que tout le monde se parle. Et à un moment, en fait, on s'est rendu compte, à force de discuter avec les gens qui venaient chez nous, il y en avait qui nous disaient « Non, mais en fait, moi, tu sais, je viens juste charger mon portable, boire un café, j'ai pas envie de parler, et j'ai juste envie de me poser, et je sais que personne va m'embêter, que je vais être tranquille. Et par contre, j'ai ma relation avec le serveur, avec votre collaborateur qui, lui, est quelqu'un que j'adore parce que je le vois fréquemment. » Et en fait, chacun vient chercher son niveau d'engagement ou son niveau de sociabilisation. Et en fait, quand tu es client chez nous avec pouvoir d'achat, tu as à la fois la possibilité, via les 2% qu'on reverse sur ta note, en fait, de soutenir une asso. Tu as aussi, si tu payes 5 € de plus sur ta note, le fait de pouvoir financer un repas pour quelqu'un qui est en situation de précarité. Et le dernier cran, c'est le fait de pouvoir t'engager sur une tablée solidaire et de venir cuisiner. Et ben en fait, pour les gens qui bénéficient de notre lieu, c'est un peu la même chose. Le premier truc, c'est ils viennent, ils se posent et ils consomment comme n'importe qui. Et après, à eux de voir dans quel degré de sociabilisation ils veulent aller. Nous, on a des gens qui ont été jusqu'à trouver du travail, trouver des amis, changer de logement, parce qu'ils ont fréquenté... Trouver l'amour. Trouver l'amour aussi. Donc voilà. Donc l'idée, c'est de surtout pas culpabiliser et de surtout pas stigmatiser. Alors du coup, c'est quoi être wantidien? Faire partie de la communauté Wanted, c'est quoi? On dit on est wantidien. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on porte derrière? C'est hyper... je pense que ça, c'est impossible à définir. C'est impossible à définir. Après, j'espère juste que tous les gens qui se revendiquent wantidiens sont des gens qui ont de l'empathie. Voilà. Si déjà on a ça derrière ce mot, je trouverais ça super cool. Empathie et altruisme. Et puis le sens du collectif, quoi. Le fait d'être un groupe, le fait de se sentir... on va dire pas forcément plus fort, mais plus confiant, plus épanoui, plus lié ensemble. Ça, c'est intéressant, je trouve. Et donc, c'est vrai que nous, on le voit quand on accompagne des jeunes qui créent leur projet de mini-entreprise. Ils ont une phase qui est très importante, qui est la phase où ils doivent finalement s'organiser en équipe et choisir le modèle d'organisation de leur entreprise. Alors, vous considérez... entreprise de l'économie sociale et solidaire. C'est quoi le modèle économique finalement de Wanted, s'il a été trouvé à ce jour? Ouais. Alors en tout cas sur la structuration, on a été clair assez vite sur la structuration. Nous, on voulait être un acteur économique. Donc on avait tous les curseurs et tous les ingrédients poussés vers le monde associatif. Nous, on a refusé ça. Pour plein de raisons, parce qu'on trouve que le monde associatif, c'est génial. Heureusement qu'il y a des assos qui le font. Et heureusement qu'il y a des subventions qui viennent aider ces assos. Nous, on avait envie de créer une activité qui était complémentaire au monde associatif. Du coup, nous, on s'apparente plus à de l'économie sociale et solidaire. Donc, les statuts de nos sociétés sont des SAS. On est en train de faire les démarches, parce qu'on ne les a même pas fait au début. C'est-à-dire qu'on avait un impact alors qu'on n'était même pas considéré comme ESS. Là, on est en train de faire les démarches pour quand même être reconnu ESS. Et après, sur la structuration de l'équipe, sur la manière de s'organiser, nous, on a un modèle un peu hybride parce que sur certaines de nos activités, on a des bénévoles. Sur d'autres activités où on est purement économique, on a des collaborateurs. Je pense qu'il faut être agile. Et après, sur comment on travaille les uns avec les autres, je pense qu'il faut déjà faire quelque chose qu'on aime. Il faut utiliser les qualités de chacun au mieux. Je pense qu'il faut être touche à tout, mais pas persévérer quand on n'est pas bon. C'est-à-dire bien maîtriser tous les domaines, en gros bien comprendre tous les rouages d'un sujet, c'est intéressant. Par contre, si vous sentez que vous n'êtes pas bon dans une thématique et qu'il y a quelqu'un qui est meilleur que vous, vous allez gagner du temps. Concentrez-vous là où vous êtes bon parce que vous deviendrez excellent et laissez la personne qui est bon sur cette thématique-là devenir excellent aussi. Faire de la place à tout le monde, bien communiquer, c'est le plus important. Mais voilà, après... de toute façon, il faut se dire dès le début que n'importe quel projet d'entrepreneuriat, c'est compliqué. C'est compliqué et que c'est les échecs qui nous font grandir. Et moi, je trouve que c'est cyclique. Nous, des fois, on s'appelle quand on a des mauvaises nouvelles et on se dit « Ah, là, c'est l'enfer ». Et en fait, on rigole parce qu'on sait que derrière, il va se passer quelque chose. Quelque chose de positif. Toujours. Et que, Toujours. Et là, tout à l'heure, tu parlais justement de visibilité. Donc, il y a eu quand même une belle communication qui a été faite sur votre projet.
Quand on parle finalement des partenaires, tous les partenariats qui vous entourent, c'est qui en fait qui sont les partenaires de Wanted, qui sont les investisseurs de Wanted s'il y en a à ce jour, et quelle est la projection à ce niveau-là, plus en termes de partenariat du projet? Alors nous, un des partenaires assez évident a été Facebook, et toujours Facebook, on est en lien avec eux régulièrement. On va dire plus tourné, on va dire autres partenaires, on discute avec beaucoup d'acteurs et de grands groupes en ce moment, puisque en fait, un de nos modèles économiques, en fait on a 2 modèles économiques, c'est-à-dire les lieux, et un de nos autres modèles économiques, c'est comment on amène des grands groupes à réfléchir avec les membres de notre communauté sur des actions à impact. Donc là, on discute avec plein de marques. Pour le moment, on ne peut pas trop en parler, surtout parce que c'est pas sûr qu'on arrive à aller au bout. Parce qu'en fait, ce qui est le plus important pour nous, c'est les valeurs qu'on défend et c'est créer des actions qui ont du sens. Donc là, on est toujours dans l'élaboration des actions qui ont du sens. Tu vois, pour te donner un ordre d'idée, on a fait un test avec le musée de l'Office du tourisme de Bordeaux, en gros, qui était venu nous voir pour faire une opération commerciale. Ils voulaient offrir des passes à des gens pour aller visiter les musées gratuitement et utiliser les transports gratuitement de la ville de Bordeaux. Nous, on a fait cette opération avec eux parce qu'ils ont accepté et ils ont été même séduits par l'idée du fait de donner aussi des passes à des personnes qui étaient en situation de précarité et qui du coup étaient éloignées de la culture. Et donc en fait, nous, c'est ce genre de choses qu'on a envie de mettre en place, c'est prendre un acteur, lui dire ton cœur de métier c'est ça, tu fais déjà des actions, nous regarde, on t'amène une brique, qui est une brique sociale ou solidaire, qui va, on va dire, faire en sorte que ton action elle va être encore plus impactante et que tu n'auras pas seulement un volet économique. Et en fait, nous, on pense qu'aujourd'hui, les membres de notre communauté sont attentifs à ça. Et du coup, les consommateurs aussi sont attentifs à ça. Et je pense que les marques ont besoin de réfléchir à comment orienter un peu leur activité et surtout leur cœur de métier vers quelque chose de plus solidaire. Donc ça, on discute avec des marques. Et ensuite, sur les lieux, c'est pareil. En fait, on discute avec des marques qui bossent dans le CHR. CHR, pour ceux qui connaissent. Donc de la restauration, donc ça veut dire, en ce moment, on discute par exemple avec une très grosse marque d'alimentation. On discute aussi avec des brasseurs. Et donc l'idée, c'est toujours comment on peut, pour eux, devenir un client modèle et montrer comment on peut exercer ce métier de la restauration avec des valeurs et comment on peut amener leur marque à le faire avec nous, quoi. Ok. On a ça, alors j'ai pas trop dit de nom, mais voilà, on a ça, on a plein de choses, il y a plein de gens qui nous suivent, on a un film qui est en préparation sur notre aventure, on a un documentaire aussi, tu vois, donc on a plein de choses qui viennent se plugger. Et c'est ça en fait, c'est que c'est très large. Ouais, quoi. Très large. En tout cas, tu l'avais dit lors d'une interview, je sais pas si on le voit sur le film, mais en tout cas, nous, on a envie de tout faire péter. On va tout faire péter. Alors, oui. Ça c'est quand j'avais, ça c'est quand c'est quand TF1 était venu nous voir et qu'on avait, ils annonçaient qu'on avait gagné 1 million et j'avais passé la journée avec les journalistes de TF1. J'étais dans le café, j'avais pas revu, je sais plus, je crois que j'avais pas revu Luc et Jérémy depuis un petit moment et donc j'étais assez ému d'être dans le café. Mais la question par rapport à ça, c'est, je pense que tu l'as dit sur le moment et je pense que pour s'engager dans un tel projet, on a des ambitions. Alors, ce serait quoi la projection future idéale de Wanted? Qu'est-ce que vous avez envie d'en faire de plus beau, quelque chose de... Alors ça, je t'avoue, je ne saurais pas te répondre parce qu'on va encore au fil de l'eau. Par contre, ce qui est sûr, c'est que nous, on ne voit pas que par notre prisme. Et tu vois, notamment notre activité de restauration, nous, on se dit juste qu'on fait un métier et qu'on le fait différemment pour aider des gens qui vivent dans notre quartier, qui sont en situation de précarité. On se dit juste que plein d'acteurs économiques pourraient faire la même chose. Je vais te donner un exemple. Pourquoi aujourd'hui est-ce que des hôtels qui tournent avec 70% de taux de remplissage ne réservent pas une partie de leur chambre à des personnes qui dorment à la rue? Nous, c'est ce genre de petites choses en fait, qu'on a envie de mettre dans la tête de grands groupes, qu'ils soient hôteliers, alimentaires, de transport. Tu vois, autre exemple, on discute avec une entreprise de mobilité. Il y a un véritable sujet pour eux, par exemple, à ce que les gens valident leur ticket pour connaître les flux. Nous, on leur a dit, mais pourquoi vous récompensez pas le fait de valider un ticket par le fait de générer, au bout d'un certain temps, des places pour des personnes qui n'ont pas d'argent pour se payer les transports. C'est plein de petits mécanismes et de petits billets comme ça, sur lesquels nous, on a envie d'avoir un impact. Et quand je dis nous, c'est pas forcément nous, en fait. C'est juste que en faisant notre petit bout de chemin de manière très humble, et on ne pourra pas tout résoudre, et donc c'est aussi important, il faut rester très humble et faire
son action dans son coin. Mais par contre, on est amené à discuter avec d'autres gens et si notre façon de voir les choses peut les amener eux aussi à légèrement orienter leur activité vers quelque chose de tourner vers les autres, on va dire, ça serait déjà quelque chose de grand, quoi. Et d'où l'intérêt aussi de créer tout un écosystème et de s'implanter vraiment avec les acteurs qui sont à Paris, à Bordeaux. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites systématiquement ? Systématiquement. Aujourd'hui, par exemple, sur le café à Paris, on a identifié un lieu. Aujourd'hui, juste en l'ayant identifié, j'ai déjà rendez-vous avec la personne qui gère l'association des commerçants du quartier, j'ai déjà rendez-vous avec la mairie d'arrondissement, j'ai déjà rendez-vous aussi avec la personne chargée du milieu associatif de cet endroit, parce que c'est hyper important d'arriver, d'être connecté au réseau, au local, de comprendre les problématiques et surtout de se mettre à disposition. Pas d'arriver avec ses prérequis et de dire moi je vais fonctionner comme ça, vous allez voir ce que vous allez voir. Non, en fait. C'est quoi vos besoins? Qu'est-ce qu'il existe dans le quartier? Comment je peux vous être utile? Et en fait, c'est ça qui est intéressant. De travailler de manière concertée avec les acteurs. Et nous, sur place. on a un poids qui est dingue parce que quand on arrive quelque part, nous, on dit qu'on a une communauté. Et ça, quand vous parlez à des grands groupes, quand vous parlez à des politiques, quand vous dites, voilà, moi, je vais installer mon projet qui a quand même des valeurs plutôt sympas, j'ai envie de dire, on bosse pour la collectivité, et de dire derrière, j'ai 100 000 personnes, 50 000 personnes, 500 000 personnes qui sont derrière moi, ça a vraiment du poids. Complètement. Et je pense que on l'a tous vécu cette année avec l'année qu'on a passée en situation de crise. Nous, ce qui a été très positif par le biais du parcours de la mini-entreprise, c'est qu'on s'est rendu compte que les personnes engagées, elles étaient là malgré le contexte, des enseignants, des professionnels qui sont là au quotidien pour accompagner les jeunes. Et c'est ça qui est fort. Et le festival n'existait pas avant. C'est quelque chose qu'on a créé aussi en temps de crise. Qu'est-ce qu'il en est de Wanted Community ? Vous êtes une communauté d'entraide, un réseau solidaire. Comment vous avez vu en fait évoluer ce projet pendant cette période ? Alors nous, tu vois, le cas typique, au tout début du premier confinement, je pense que le lendemain, après les annonces du président de la République pour dire qu'on allait être confiné, en plus on savait pas ce qu'était le Covid, tout le monde avait super peur chez lui et tout. Le lendemain de cette annonce, je crois qu'il y a une membre de la communauté qui m'appelle et qui me dit, elle s'appelle Sabrina, elle dit, moi je vais organiser, on va continuer les maraudes. Elle me dit ça. Je dis, ok, mais alors attends, parce que là, comment on va faire quoi? Je dis, plus personne n'a le droit de sortir chez lui. Elle m'a dit, on est au grand voisin, on va organiser les maraudes, on va se connecter avec tel asso, tel asso. Bon, 3 mois après, ils avaient participé à la distribution de 100 000 repas dans Paname. Un truc de fou, tu vois. Et en fait, moi, c'est ça, tu vois. Il y a les gens de la communauté, ils t'appellent, ils te disent, on veut faire ça. Ok, vas-y, on va t'aider. Et en fait, finalement, la communauté existe par le biais d'entrepreneurs aussi. Ouais, complètement. Par le biais d'entrepreneurs sociaux, d'entrepreneurs tout court. Il y a plein de gens qui testent leur business sur la communauté. Enfin, c'est incroyable, ça regorge d'une richesse de dingue. Et nous, limite, on est au milieu de tout ça et on est juste... On fait le lien, nous on aide, on donne des petits coups de main. Et en fait, du coup, nous, ça nous amène aussi dans notre projet à évoluer. C'est-à-dire que quand une personne te dit ça et que tu te retrouves, parce que c'est ce qui s'est passé, je me suis retrouvé avec elle 2-3 jours après, en ayant trop peur du Covid, avec les bénévoles qui avaient trop peur du Covid, parce qu'à l'époque, vraiment, c'était très flippant. Et de voir qu'on sortait 300-400 repas dans la journée et qu'on allait les distribuer. Je disais, ok, en fait, là, tout est possible. En fait, cette période, il faut l'utiliser comme quelque chose de manière vertueuse, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Nous, ça nous a permis de nous affiner. On a redéfini notre stratégie. Ça nous a permis de mieux chercher des lieux à Paris. Ça nous a permis de nous reposer aussi. Enfin, de toute façon, je sais plus quel pays en Asie, parce que je suis pas très cultivé. Mais il y a un pays en Asie où le mot crise veut dire 2 choses, c'est 1 danger et 2 opportunité. Et je pense que voilà, en fait. On l'a tous expérimenté. Voilà, c'est ça. Ça c'est clair. Par rapport au terme Wanted Community, est-ce que le choix de mettre le mot communauté a été réfléchi? Ouais. En fait, Luc avait appelé ça Wanted Bon Plan à la base. On a vachement regretté ça à un moment. Parce que, en fait, quand on avait réfléchi à une époque, et Wanted, tu peux pas le protéger parce que c'est un nom complètement commun, donc on pouvait pas le protéger. En même temps, tant mieux qu'est-ce qu'on s'en fout de le protéger. Et après, du coup, on a décidé de changer de nom. Et effectivement, on a appelé ça Community. Et on n'a pas mis communauté. On est resté complètement en anglais. Parce qu'en fait, on trouvait qu'en France, le mot communautaire ou communauté a pas la même signification que community
anglo-saxon, enfin aux États-Unis, où c'est quand même quelque chose de plus rassembleur. Et donc ça a été un choix. Ouais, ça a été un choix. Et est-ce que tu penses que justement le fait qu'il y ait cette appartenance est-ce que l'appartenance à la communauté déjà elle existe, et est-ce que pour toi l'appartenance à la communauté, si elle existe, est un vecteur de réussite du projet, clairement? De toute façon, d'avoir des gens qui partagent vos valeurs. Nous aujourd'hui, on a quand même des gens qui nous suivent. Quand je dis qu'ils nous suivent, c'est-à-dire qu'ils suivent Wanted dans ses projets, quoi. Aujourd'hui, quand vous demandez à des gens, on va créer un café à Paris sur les mêmes bases que notre café de Bordeaux, est-ce que ça vous branche, et que vous avez plus de 500 000 € d'intention d'investissement, vous vous dites, ok, en fait, ils sont avec nous, quoi. Pareil, quand par exemple Sabrina qui fait ses maraudes, elle fait des annonces sur Wanted, et que tout de suite elle a 10, 20, 30 personnes qui se proposent pour devenir bénévoles. Ok, en fait, il y a un mouvement qui est en marche. Là, je pense à Susanna qui est en train d'organiser un clean-up début juin. Qui a commencé avec son enfant. Alors ça, c'est Sabrina. Ça, c'est Sabrina. Et Susanna qui est en train d'organiser des clean-up avec des membres de la communauté. Voilà, elle poste, il y a des gens qui ont envie de la rejoindre, qui ont envie d'aller ramasser les déchets avec elle. Mais oui, il y a un espèce d'effet d'emballement. Et je pense même que ce qui pourrait être magnifique, c'est que nous, on est identifiés comme les fondateurs de Wanted, et on a des projets dans lesquels on embarque la communauté. Mais ce qui est génial, c'est que des membres, sans être fondateurs, puissent faire la même chose, en fait. Tout à fait. Ça serait notre plus belle réussite. Mais là, vous le faites déjà. Oui, on essaye. Ok. On a quelques questions. Donc, on a une première question d'un internaute qui nous dit... Petit message, je ne connaissais pas Wanted Community, très belle initiative, j'aime le concept de fidélité solidaire. Donc c'est un message d'une jeune. Alors justement, est-ce que vous avez des jeunes embarqués dans la communauté? Est-ce que vous avez beaucoup de jeunes qui sont avec vous, à vos côtés, ou... Alors oui, alors nous, on va dire les tranches d'âge qu'on a, c'est 80% de 18-35 ans. Je pense qu'il faut que j'arrête de dire ça, parce que je pense que dessus de 25 ans, on est plus jeune. Mais en tout cas, ouais, on a plutôt des jeunes. Après, sur les réseaux sociaux, nous, on est majoritairement présents sur Facebook. Donc sur les réseaux sociaux, on va dire que les jeunes sont plus sur, même plus Instagram, ils sont plus sur TikTok et Snapchat. On n'est pas encore présent sur ces réseaux, parce que manque de temps, puis manque de pertinence aussi. Faut qu'on réfléchisse à ce qu'on ferait là-bas. Mais on est en contact avec des gens de chez TikTok, par exemple, on essaie d'y réfléchir. Et après, dans les actions concrètes, c'est-à-dire à la fois dans le bénévolat, sur des actions de certains de nos membres, et à la fois dans le café, oui, on a une population très jeune, notamment parce que dans le café, on pratique des prix bien évidemment corrects, et donc parce qu'on a envie que ça soit festif et convivial, donc on a une population plutôt jeune. On plaît, voilà, je pense que Wanted, encore une fois, l'éventail est assez large. Exactement, c'est ça qui fait notre force. Ok, j'en profite pour dire à toutes les personnes qui sont présentes lors de ce live, qui peuvent poser des questions, là juste en dessous. Vous avez encore 10 minutes pour le faire. On va passer justement au message à faire passer à la jeunesse que l'on suit au quotidien. Est-ce que tu peux nous dire aussi pourquoi la notion d'engagement, elle est importante dans la construction de tout individu, et qu'est-ce que pour toi l'esprit d'entreprendre, et pourquoi c'est important d'être connecté à cet esprit d'entreprendre pour évoluer en tant que personne? Alors je sais pas, moi en fait, je pense que chacun tire des motivations différentes dans l'entrepreneuriat. Moi en fait, je pense que j'avais un besoin de liberté. C'est-à-dire que en fait, quand j'étais à l'école, j'avais l'impression qu'on m'imposait un cadre qui, je pense, était nécessaire pour ma personne, mais qui était le fait d'arriver à l'heure, tout ça, c'est des trucs qui étaient contre-productifs dans lesquels sur ma personne. Tu ne te retrouvais pas. Exactement. Et ensuite, j'ai découvert la faculté, où là, pour le coup, t'es complètement libre. Oui. Et là, je me suis beaucoup plus reconnu dans ce système-là. Sauf que j'ai découvert chez moi un écueil, c'est qu'à partir du moment où on me sortait du cadre, je ne faisais plus les efforts. Et donc, du coup, je vivais une aventure, mais qui n'était pas une aventure pleine. Donc, j'ai fait beaucoup de bachotage, ce qui faisait que j'avais mes examens, mais sans vraiment connaître les sujets, connaître les matières. Et donc, ça, on ne s'en rend compte qu'après, mais du coup, c'est une erreur fatale, parce qu'on se retrouve derrière dans un métier où, en fait, on n'a pas du tout d'appétence, donc on ne sait pas pourquoi on le fait, on ne l'aime pas, et on se retrouve là par hasard, parce qu'en fait, comme on n'a pas à bosser, du coup, on se rend pas compte que faire de la fiscalité, c'est pas l'éclate toute la journée, quoi. Et en fait, on le faisait 1 heure par-ci par-là aux examens, c'est tout. Et du coup, ensuite, on a rebasculé dans le monde du travail, où là, surtout dans le monde dans lequel j'étais, c'était hyper cadré.
Alors que moi, je me disais, je vais être cadre supérieur, superbe réussite. Une certaine autonomie. Exactement, superbe réussite. Dans ma famille, en tout cas, j'avais une belle réussite, par rapport, par exemple, notamment à mes parents, tout ça, au niveau des études. Et donc j'étais persuadé que le monde s'offrait à moi. En fait, non. J'ai découvert que c'était encore un monde plein de contraintes, beaucoup de pression. Et en fait, je pense que avec mes copains, Luc et Jérémy, le fait qu'on avait ce projet à côté, c'était le seul endroit où j'étais libre, en fait, où je bossais dessus quand je voulais. On n'est pas tout le temps d'accord avec Jérémy et Luc, mais en fait, on respecte les avis de chacun. Et je me disais, tiens, ce truc-là, en fait, ça nourrit mon imaginaire, j'y pense quand je travaille pas. Plus de créativité. Exactement. Et je me disais, surtout, il y a des fois où ça m'est jamais arrivé de penser au travail, tu vois, en n'étant pas au travail. Eh ben, avec Wanted, j'y pense tout le temps. C'est même l'inverse, tu vois. Un peu trop, des fois. Exactement, un peu trop. Et donc, je me suis dit, ok, mais en fait, est-ce que je dois pas transformer cette chose-là en mon passe-temps ou ce que j'ai envie de faire en mes tâches quotidiennes. Et en fait, moi, c'était la liberté que je suis allé chercher. Et après, j'ai compris que cette liberté, elle avait un prix. C'est qu'il fallait prendre des échecs et qu'il fallait, quand tu es dans une boîte, ton patron te dit de faire ça, il se trompe, c'est lui qui en prend la responsabilité, si c'est un bon manager. Quand tu es tout seul dans le bateau, tu prends une mauvaise décision. Déjà, c'est toi qui payes les pots cassés. Et 2, il faut être franc avec toi-même. C'est-à-dire que personne d'autre à part toi t'a dit de prendre cette direction. Donc, tu es responsable de ça. Et donc, cette liberté, elle a un prix qui n'est pas facile. Mais c'est tellement enrichissant. Et je pense qu'on devient d'autres personnes aussi dans sa vie personnelle. Prend plus de risques. Enfin, moi, j'ai découvert plein de facettes de ma personnalité à travers ça, quoi. Finalement, ce que tu dis, c'est très vrai, dans le sens où c'est très compliqué quand tu es jeune de savoir ce que tu veux faire, quelle voie. C'est l'enfer. C'est trop compliqué. Moi, j'ai pas eu la chance qu'ont vos jeunes de pouvoir tester un projet entrepreneurial, d'apprendre à se découvrir. D'apprendre à se découvrir. Mais moi, si j'avais eu ça à l'époque, j'aurais gagné 10 ou 15 ans. Après, peut-être que j'aurais eu moins de rage que maintenant, parce que là, j'ai aussi, je pense, dans ma locomotive, une expérience qui fait que j'ai vécu quelque chose que j'ai pas forcément envie de revivre. Et donc, du coup, je suis très opiniâtre dans le fait de réussir Wanted à cause de ça. Mais quelle chance de pouvoir se tester, quelle chance de pouvoir. C'est l'expérience de la vie qui a fait que tu es arrivé à un moment donné où tu as vraiment voulu t'investir dans un projet qui avait du sens et qui était en lien avec tes valeurs personnelles. Donc, pour ça, c'est super. Bon, on a des questions qui sont arrivées. Ok. Alors, donc on a, comment peut-on créer une communauté Wanted dans sa ville ? Très bonne question. Il faut nous envoyer un message privé sur notre page. On recrute tout le temps. Donc juste nous envoyer un message, privé. On a notre team bénévole modérateur, notamment composé d'Élodie et Greg, qui prendront contact avec vous et qui vous expliqueront toutes les subtilités. Donc ça, c'est si votre ville existe. Donc c'est principalement les grosses villes urbaines françaises. On en a 41. Si votre ville n'existe pas, on la note dans un coin de notre tête et on y réfléchira parce qu'on a déjà beaucoup de travail. Mais voilà, si votre ville existe, contactez-nous. On parle de Nancy aussi. Est-ce que Wanted Community est-il présent sur Nancy ? Est-ce que vous faites des maraudes là-bas ? On a des gens qui sont intéressés pour s'engager là. Maraude, non. Et communauté, on a une modératrice qui est de Nancy. Est-ce qu'elle a sa propre communauté ? Je ne sais pas. Il faudrait que je vérifie. Okay. Je suis quasi sûr que oui, mais je peux pas. Ensuite, on a une personne qui demande de quoi sont-ils le plus fiers depuis le début de leur aventure et pourquoi ? D'être toujours copains. Et pourquoi ? Malgré les difficultés, comme tu l'as dit. Malgré les difficultés, et puis on a été, même si on l'était pas, mais on a connu le fait de pas du tout avoir. En fait, on a connu le fait d'avoir une belle situation professionnelle, plus du tout d'argent, et quand on pensait que tout était perdu, un gros chèque. On avait toutes les raisons pour se mettre sur la tête, et on est toujours copains. Et j'ai même envie de dire, je pense que si l'aventure s'arrêtait demain pour X ou Y raison, on nous effacera jamais ces moments où on a pleuré, rigolé ensemble, où on allait chez Facebook ensemble, où on a appris qu'on avait gagné $1 million, où on a appris qu'on allait ouvrir un café avec les économies de notre... Enfin voilà, on a vécu tellement de moments. Moi, j'ai la tête des 2 autres idiots gravés dans ma tête en permanence. Et je les vois rigoler. Et en fait, ça vaut tout leur... Enfin, nous, on a cette chance d'avoir une aventure de copains, en plus d'avoir notre aventure entrepreneuriale. Ce
qui, je pense, est assez rare, puisque dans les conseils qu'on fait aux nouveaux entrepreneurs, on leur dit souvent, ne vous mettez pas avec des gens proches. Mais nous, on a cette chance que ça marche. Et parce que vous êtes complémentaires et que vous avez su trouver votre complémentarité dans le projet aussi, j'imagine. En fait, on a su s'écouter et on a su respecter les désirs de chacun. Et je pense qu'il y a des fois, il y a des batailles d'ego. Nous, je pense on est vraiment hyper bien alignés en ce moment sur ce que chacun a envie de faire, ce que chacun peut amener. Ça n'a pas toujours été le cas, mais je pense qu'on a toujours réussi à se parler. Par exemple, on est 3 cofondateurs, mais on n'a pas tous les 3 le même impact, pas tous les 3, on va dire, la même importance au niveau des parts, la même importance au niveau des revenus, ou la même importance en termes de tâches. Mais en fait, ça nous va très bien. C'est l'organisation qu'on a décidé à 3, et elle sera sûrement amenée à évoluer dans le futur. Mais voilà, il ne faut pas se mentir, il faut être honnête les uns avec les autres. Et j'ai l'impression, c'est vrai que par rapport à toutes les interviews qu'on a vues à la télé, que c'est plus ou moins toi qui vas représenter Wanted auprès des médias. Ça a été un choix de ta part, ça s'est fait naturellement Alors c'est un peu un concours de circonstances, parce que voilà, vous avez eu tout a un peu fait, voilà, à l'arrache, mais en gros, quand on a arrêté nos boulots respectifs et qu'on a commencé à discuter avec Facebook, j'étais celui des 3 à l'époque qui parlait le mieux anglais et qui avait le plus de temps à consacrer aux échanges avec Facebook. D'accord. Et j'étais celui qui avait le plus d'appétence à leur parler. Donc en fait, j'ai mené la discussion avec Facebook. Et ce qui s'est passé, c'est que quand Facebook a choisi le projet, Facebook a dit, en gros, il nous faut une tête, parce que dans la communication, c'est beaucoup plus simple, tout ça. Donc, comme ils avaient parlé avec moi, alors qu'on travaillait tous les 3 sur le projet, on faisait tout ensemble, mais quand on envoyait un mail, c'était avec mon mail, par exemple, ça. Donc, du coup, ils ont dit, ce sera toi. Et donc, du coup, ils m'ont pris et ils m'ont mis un peu devant de la scène. Et donc, on a continué de manière logique pour éviter de brouiller les pistes, que ça soit moi. Mais Jérémy, par exemple, je pense que quantitativement, Jérémy fait plus d'interviews que moi. Après, voilà, les gens pensent que c'est moi parce que du coup, c'est vrai que Facebook m'a mis un gros projecteur et que derrière Facebook, ça déclenche des choses comme TF1, Combini. Donc voilà. Mais je pense que Jérémy en fait plus que moi pour le coup. Ok. Bon, on a d'autres questions avant de terminer le live. On a... quel conseil donneriez-vous à des jeunes qui doutent à un certain moment de leur aventure, lorsqu'ils ont l'impression qu'ils ne vont pas réussir à amener leur projet jusqu'à terme? Alors ça, c'est dur parce qu'il faut savoir s'arrêter aussi. C'est-à-dire le fait d'être courageux, il faut à un moment s'arrêter parce qu'il y a toujours une frontière où en fait on s'obstine pour rien. En fait, je pense qu'il faut s'arrêter quand on souffre. C'est-à-dire le fait d'échouer, le fait que ça soit dur, le fait d'éprouver un peu de tristesse de temps en temps, ça c'est une chose. Quand on est dans un état de souffrance, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup d'heures, que ça ne paye pas, que même nous on est un peu perdu dans la direction et qu'on sent qu'il n'y a pas d'écho chez les autres, là il faut vraiment stopper, souffler pendant quelques jours et se poser la bonne question. En mode est-ce que je continue, est-ce que j'arrête ? Mais souvent, on a la tête dans le guidon. Donc, mon premier conseil, qui peut paraître complètement décalé, c'est quand vous n'y arrivez pas, nous, on l'a déjà expérimenté pour le coup, quand vous n'y arrivez pas et que vous êtes face à des refus ou des blocages dans votre projet, la meilleure chose à faire, c'est de plus bosser dessus. Et pendant un certain temps. Exactement, pendant un certain temps. Nous, on a déjà fait, moi j'ai en tête, j'ai déjà pris 4 jours, quoi. 4 jours, mais genre vraiment, j'ai pris le train, je suis allé avec ma copine, on a fait autre chose... Et je suis revenu, et bizarrement quand je suis revenu, alors que je partais en me disant ah là ça va pas, voilà, je suis revenu et j'ai fait ok, en fait on va tout cartonner. Et en fait c'est juste que pendant 4 jours je faisais autre chose. Mais voilà, je pense que là c'était une question pour les jeunes qu'on accompagne et qui peuvent aussi en réel entrepreneur douter en fait durant leur projet. Et c'est ce que tu dis, c'est normal de douter, oui. C'est normal des fois d'arriver à bout et de prendre du recul sur les choses. Ça fait réfléchir et faire avancer le projet différemment. Et demander des avis extérieurs avec des gens forcément qui ont de l'expérience, c'est hyper important aussi. On arrive au terme de ce live, donc ça a été un grand plaisir pour nous de t'avoir parmi nous pour ce festival des mini-entreprises. En tout cas, on va transmettre le message aux jeunes parce que c'est important de montrer des figures de jeunes qui ont su trouver leur voie et se donner dans un projet
auquel tu crois, auquel vous croyez. Donc ça donne envie en tout cas, ça donne envie d'entreprendre. C'est le principal. Et puis à tous qui sont là ce soir, on vous invite à suivre le Festival des mini-entreprises qui débute ce soir et qui se clôture le 8 juin. Et la semaine prochaine, vous pouvez nous retrouver pour une deuxième soirée live inspirante en présence de Youssef, cofondateur de Meet My Mama. Merci beaucoup Christian. Est-ce que tu veux dire un dernier mot avant de quitter le plateau? Non, mais je serai avec vous la semaine prochaine pour voir Youssef parce que j'aime beaucoup Meet My Mama et j'ai très hâte de voir ce que va raconter Youssef. Super personne. Parfait. Merci beaucoup Christian. Avec plaisir. Bonsoir tout le monde.